chaque personne chez Views devait avoir du goût. On s'est inspiré à la fois des médias d'actualité et des médias de mode. On a pris en fait tout ce qui marchait bien chez les autres et je pense que c'est comme ça quoi. En plus de notre identité, on s'est construit du graphisme, une DA un peu plus léchée. Views sortait du lot. Voilà, on allait plus vite que les autres, tout simplement. Bonjour Théo Lavoyer. Bonjour. Bienvenue dans La Ligne, vous êtes le CEO de Views, un média culturel à destination des 18-35 ans. Vous y parlez de musique, de mode, de cinéma, de sport, de tout ce qui peut, je dirais, dessiner les contours d'une génération. Dans cet épisode, on va donc parler de la façon dont Views s'est construit, de son modèle économique et de votre ambition, c'est de s'imposer, vous imposer comme la référence culturelle pour les jeunes audiences. Théo, commençons peut-être par le début. Ouais, bien sûr. Et le début, c'est 2016. Vous étiez en DUT gestion. Exactement. Vous aviez 19 ans. Exactement. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure Views ? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à me lancer ? C'est surtout la rencontre avec plusieurs personnes. Ouais. Initialement, je n'étais pas du tout destiné à rentrer dans l'univers des médias. Moi, je faisais du marketing, de la com au sens large, mais je n'y connaissais strictement rien en médias. Et en fait, tout est venu d'une discussion entre plusieurs amis qu'on a monté un peu au fil de l'eau. Et on se disait que ça pourrait être vraiment intéressant. En tout cas, on avait l'intuition qu'il y avait quelque chose qui se passait dans le panorama médiatique français. En tout cas, il se passait beaucoup de choses, mais il manquait une offre culturelle. Et c'est en ça où on s'est dit, OK, on s'associe et on monte un blog. Et surtout, on arrête nos études pour monter ce blog-là. D'abord un blog. Et d'abord un blog, exactement. Parce que c'était beaucoup plus simple en termes de structure. Et c'était beaucoup plus simple aussi d'aller tester ce qui se passait concrètement sur le marché et comment ça pouvait fonctionner en fait. Et donc là, quand vous êtes un blog, il n'y a pas encore de monétisation de quoi que ce soit. Ça ressemble à quoi finalement ? Non, pas du tout. Ça s'appelle à l'époque du coup theviews.fr. Ouais. Il y avait un the qu'on a viré très vite pour être beaucoup plus percutant, donc le views.fr. Mais c'était un blog qui parlait de sport, de musique, d'art et beaucoup plus loin dans les thèmes. On parlait de politique, de société. Donc c'était quelque chose qui était beaucoup plus ouvert que ce qui existe maintenant sur views.fr. Mais voilà, c'était aussi l'envie de créer quelque chose qui nous ressemblait, parce qu'on ne trouvait pas de proposition dans le panorama médiatique qui nous ressemblait concrètement. On avait évidemment des gros acteurs. On peut les citer ou pas ? On peut les citer, oui. Il y avait déjà Combini, Brut se lançait, et d'autres acteurs qui remontent un petit peu plus, typiquement Minute Buzz. Oui, mais en fait, ça nous ressemblait pas trop. Et nous, on était très inspirés par des médias type iBeast ou iSnowBitey qui étaient plutôt anglophones. Et en fait, il n'y avait pas de proposition française. Et on s'est dit, OK, on va piocher un petit peu dans ces propositions internationales pour faire quelque chose qui nous ressemble en français. C'est intéressant, mais qu'est-ce qui vous manquait en fait ? C'était quoi qu'est-ce qui vous manquait ? C'était la convergence en fait de plein de cultures différentes. Typiquement, on adorait la mode, on adorait les sneakers, on adorait le rap, on adorait le sport. Et en fait, il n'y avait pas une plateforme pour réunir tout ça ensemble et qui parlait donc d'une seule voix à cette génération-là. C'était, en tout cas, le point de départ, c'est qu'il y avait trop de propositions pop à notre goût et en fait, qu'il n'y avait pas vraiment un acteur qui prenait au sérieux notre culture. Et c'est de là où on s'est dit, OK, il faut qu'on fasse quelque chose. Et après, ça s'est très vite... on a fait la structure donc, du blog, on a envoyé quelques articles pour tester si une audience pouvait être captive et voir si en fait ça pouvait intéresser les gens tout simplement. Il s'est avéré que la page Facebook a grimpé en flèche en quelques mois et en fait on s'est dit ok, à partir de là on peut faire quelque chose de sérieux. Mais parce qu'en fait à vous lancer, c'était d'abord c'était pour vous, pour parler clair, c'était pour vous faire plaisir vous. Oui, c'était pour nous faire plaisir. Oui, c'était en fait on pensait pas du tout que ça allait exploser, qu'on allait pouvoir en vivre d'ici quelques années, mais c'était pour nous faire plaisir et c'était aussi une volonté d'avoir notre propre plateforme. Et mes collègues mes associés étaient
très orienté déjà quand même journaliste. Alors que moi, c'était plutôt la partie business, la partie marketing qui m'intéressait, et aussi l'entrepreneuriat. Mais donc ça veut dire que, ok, donc vous y allez pour vous faire un kiff en gros, pour dire les choses. Ouais. Et il n'y avait pas vous n'avez pas un peu testé le marché avant, je sais pas, votre entourage, les gens de votre âge Alors si, on a testé le marché avec une version bêta du site, Ouais. qui était ultra colorée, alors qu'aujourd'hui notre DA c'est du noir et blanc. Et là, C'est très sobre. Ouais, c'est très sobre. Au tout départ, on était très 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 coloré. Il y avait une bêta qui ressemblait aujourd'hui, vraiment, on dirait un faux site, tellement c'était moche. Mais aussi, on a quand même testé. On a testé avec une centaine de bénévoles. En tout cas, on leur a ouvert le site en bêta-test. Et ils nous ont fait des retours très pertinents. Et à partir de là, on a pris en compte leurs retours et on a lancé une V1 du site, en tout cas du blog. Ok, et donc ça, on est toujours en 2016 ? Oui. Ok, Exactement. et donc ça a pris combien de temps cette phase blog, avant vraiment qu'on passe à le Views qu'on connaît ? Je dirais bien une bonne année. Hein. Ouais, Ok. Une bonne année de bénévolat, Ouais. de galère quand même, parce que voilà, partir de zéro sans argent, c'est très compliqué. On investissait en fait toutes nos économies dans des pubs Facebook. Donc en fait, moi j'avais un petit job à côté et voilà, je touchais à peine plus que le SMIC et je mettais 80% de mon salaire dans des pubs Facebook. Et Wow. j'essayais de survivre avec le reste. Et c'était pareil pour les autres ? Et c'était quasiment pareil pour les autres, exactement. Donc c'était notre méthode de growth hacking, c'était notre méthode de funding aussi. Enfin, on n'avait aucun fonds, donc voilà, c'était... Mais pour faire ça, Théo, ça veut quand même dire que en cours de route, ou Oui. peut-être rapidement au départ, vous y croyez quand même un peu ? Bien sûr, on y croit. Oui, il y a un moment où on y croit. En fait, c'est plutôt le fait que malgré le fait qu'on n'ait pas d'argent et qu'on n'ait pas de réseau, etc., en fait, l'audience nous faisait comprendre qu'ils aimaient recevoir notre proposition éditoriale. Donc, nos articles, nos vidéos, nos montages un petit peu sur les réseaux sociaux, etc. En fait, il y avait déjà un taux d'engagement assez élevé dès le départ. Et en fait, on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire, tout simplement. Et donc pendant ça dure 1 an, donc si je comprends bien, votre ambition éditoriale, est-ce que au fil du temps, déjà entre ce passage blog à la version Views qu'on connaît aujourd'hui, est-ce que l'ambition éditoriale, elle a évolué ? Ouais, bien sûr, heureusement. Heureusement qu'elle a évolué, parce que déjà, on s'est professionnalisé. On a mieux compris l'enjeu évidemment des réseaux sociaux, l'enjeu d'avoir une ligne d'édito claire, l'enjeu d'avoir évidemment des personnes pour faire soutenir toute cette boîte. Évidemment, oui, donc on a des ambitions beaucoup plus élevées qu'à l'époque. Ouais. Et en préparant cet entretien, j'ai lu Oui. que les premières années, vous n'aviez aucun contact. Je me suis posé la question, c'était aucun contact dans quoi ? Dans les médias, dans le monde culturel Dans à peu près tout. C'est-à-dire qu'on vient quand même du Jura. J'adore là où j'ai grandi et là où je suis né, mais c'est quand même pas le milieu parisien que je connais un peu mieux aujourd'hui. Mais voilà, je vois la grosse différence entre naître dans le Jura et faire ses études là-bas versus naître dans les beaux quartiers de Paris et d'avoir un réseau beaucoup plus développé de décideurs. Donc en fait, on y connaissait, quand je dis qu'on connaissait pas grand monde, c'est qu'on connaissait pas grand monde dans l'industrie des médias, dans l'industrie de la publicité, dans l'industrie de la communication. Donc voilà, on a recherché sur LinkedIn, on a recherché sur YouTube, on a recherché un peu partout et on a écrit un peu à tout le monde et voilà, on voulait connecter. Et à partir de quel moment est-ce que ça a commencé à connecter avec ce milieu-là ? Je dirais à partir du moment où on a compris qu'il y avait un intérêt, en tout cas des demandes entrantes pour des annonceurs, en tout cas des premières marques qui nous ont fait confiance. Et à partir de là, on s'est dit, OK, il faut qu'on aille chercher d'autres clients. Donc à partir de là, on essaye de comprendre comment ça fonctionne, la publicité en ligne, le brand content, et qui sont les décideurs qui peuvent
évidemment appuyer sur le bouton et nous envoyer un budget pour qu'on survive. Donc c'est à partir de, je dirais, 2017-2018 où on commence à comprendre qu'il faut se connecter un petit peu avec le milieu, avec les agences, avec potentiellement des personnes qui pourraient nous faire rencontrer des artistes, des stars, parce qu'on savait que, évidemment, créer du contenu avec des influenceurs, des stars en termes général, ça pouvait faire grandir la visibilité de notre compte. Donc voilà. Ouais, parce que c'est un milieu, je pense que s'il y a bien un milieu où il faut ses entrées, c'est le milieu culturel au sens large. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, oui, ça c'est clair. Après, 2016-2017, c'était peut-être un peu différent dans le sens où il y avait moins de propositions et du coup, l'audience était plus concentrée sur quelques médias. Aujourd'hui, il y a vraiment une grosse proposition de médias. Et du coup, en fait, si l'audience s'intéressait à ton média, potentiellement les décideurs des agences, les décideurs les agents sportifs, etc., s'intéressaient aussi à ton média. Donc en fait, c'est ta qualité de contenu qui a ramené un petit peu ces contacts-là, tu vois. D'accord, donc en fait, les premières personnes à séduire, ce sont les personnes de l'industrie. Puis je comprends. Non, pas forcément. Les premières personnes à séduire, c'est l'audience. Pardon, c'est d'abord l'audience et les personnes de l'industrie suivent en se disant tiens, c'est intéressant ce qu'ils font. Ouais, voilà, c'est les petits jeunes qui sont en train de percer, etc. Okay. On va s'intéresser à eux. Ouais. Ok, très bien. Et donc ça se débloque finalement assez rapidement. Si on regarde la trajectoire, je me mets à la place de qui se lancer dans une aventure blog pour qu'en 1, 2, 3 ans à peine, vous arrivez à ce stade-là. Est-ce que vous aviez une méthode, vous aviez craqué un truc, vous aviez préanalysé les choses? Comment est-ce que vous avez fait? C'est quoi le code en fait? Le code, en tout cas dans les premières années, non, c'était plutôt... en fait, on avait les bonnes personnes qui parlaient des bons sujets et qui, du coup, intéressaient grandement l'audience. Moi, je pense que les codes de views au départ, c'est... en tout cas, le succès de views au départ, c'est les personnes qui font les contenus et qui proposent de la valeur, en fait, tout simplement. Et ensuite, on a, oui, un petit peu plus théorisé, notamment en 2021-2022, pourquoi nos posts et nos articles fonctionnaient un peu mieux. Avec, je peux pas donner la secret sauce, même si évidemment... Ça m'intéresse quand même. Même si maintenant, on nous a quand même un petit peu copié, mais en tout cas, on nous a copié très vite sur Instagram, mais il y a quand même... en fait, il y a une machine éditoriale qu'on retrouvait chez Views, qu'on retrouvait pas chez les autres médias à ce moment-là. Du sérieux, des process, du graphisme, une DA un peu plus léchée. On va en reparler de la DA. Plein de points qui font que voilà, Views sortait du lot, plus la capacité à monétiser très rapidement aussi les contenus qu'on produisait, fait que voilà... on allait plus vite que les autres. Parce que sur la monétisation, on va parler de votre modèle après, mais ça m'a frappé il y a un instant, très rapidement, en fait, vous avez le souci de faire du brand content. Oui, très rapidement, parce que en fait, tout simplement, il y avait un marketeur dans l'équipe. Moi, c'était vous. Exactement. Ouais. Donc, je peux les citer, hein, Léo, Corentin, Julien, étaient vraiment, ont une âme de journaliste. Ils aiment créer du contenu, ils aiment informer. Et moi, en fait, j'avais plutôt ce truc de ok, c'est super, mais par contre, à un moment, il faut quand même remplir le compte et comment on peut mettre un business model en face. Et il y avait donc un business model qui était quand même déjà assez bien développé, donc le brand content à cette époque-là, qui aujourd'hui est très très développé. C'est un vrai marché. Au départ, on était vraiment sur... voilà, on connaissait pas trop ce que c'était, comment on pouvait travailler avec une marque, à la fois des journalistes, et trouver un angle journaliste
journalistique, pardon, qui supporte à la fois un message commercial. C'était vraiment assez complexe au début, mais on s'en est bien sorti avec des premières OP qui ont fait parler de views aussi. Et du coup, après, ça a déroulé parce que OP sur OP, Vos premiers les clients, annonceurs revenaient. Vos premiers clients, si je me souviens, c'est Adidas, c'est Nike, quoi. C'est Oui, c'est c'est des marques, des équipementiers. très grosses marques. Des très grosses marques, ouais. En fait, on est très vite passé de pas de business à des grosses marques viennent à nous. En fait. Il y a eu quand même une petite période intermédiaire où voilà, c'était des petites marques qui voulaient pousser leurs projets sur Instagram et évidemment, on acceptait avec évidemment des tarifs beaucoup plus bas que ce qu'on pratique maintenant. Mais voilà, c'était aussi pour un peu un espèce de win-win, quoi. Et ensuite, voilà, quand les marques que tu as citées, donc plutôt des équipementiers sportifs, et surtout des marques de mode, en fait, comprenaient qu'on avait un goût assez prononcé, un esthétisme qui était très propre à Views, et qu'on savait faire voilà, des jolis posts, des jolies photos, et bien après des jolies vidéos. On dit ok, ce serait vraiment top de collaborer ensemble et d'imaginer plein de choses différentes, des collabs en fait. La dimension esthétique me paraît fondamentale, on va évidemment en parler, mais si je comprends bien, donc ce qui attire en premier lieu, c'est le fait que vous réussissez à capter une audience qui en plus est jeune. Ouais, et qualifiée. Jeune, qualifiée. Forcément, par les temps qui couraient déjà à l'époque, plein de marques devaient se poser la question de comment est-ce qu'on attrape cette génération-là. Ouais, vous y arrivez. Exactement. Donc forcément, ça attire. Et donc, il y a cette dimension, vous captez aussi l'attention par cet esthétisme-là. Il n'était pas développé ailleurs ? On pourrait se dire, c'est évident, il faut avoir une belle vitrine pour attirer des gens. Ouais, en fait, pour nous, c'était totalement évident, mais pas pour les autres. Donc, écoute, on a copié en fait ce qui se faisait ailleurs aux US, en Allemagne, et surtout en Asie. On peut bien nommer ces inspirations, pardon, on peut bien les renommer, c'est qui précisément ? Alors il y avait Ice Nobody, Hypebeast, et un petit peu de Complex aussi, qu'on aimait bien, mais c'est pas vraiment dans l'esthétisme, mais c'est plutôt dans la machine éditoriale. Bon, il y avait quand même des marques comme du groupe Condé Nast, et voilà, des médias de mode. En fait, on s'est inspiré à la fois des médias d'actualité et des médias de mode pour créer un savant mélange des deux. Parce que j'ai pensé à Condé Nast, je me suis dit que Condé Nast, ils sont aussi en France. Pour vous, c'est un concurrent, clairement ? Un concurrent, je sais pas si on peut appeler ça un concurrent. Ils sont dans leur sphère et on est dans la nôtre. Ok, d'accord. Mais des fois, oui, on peut être en concurrence sur certains sujets mode, oui. Oui, parce que je pense à la dimension esthétique, ils font attention à leur shooting, voilà, il y a une espèce de photographie, ça dépend des titres évidemment, puisque c'est pas les mêmes cibles. C'est pour ça que je posais la question sur la dimension esthétique, si voilà, vous aviez de votre point de vue été les premiers à proposer quelque chose d'esthétique ou pas ? On n'a pas été les premiers, je pense pas, mais on a été les premiers à mélanger encore une fois ce modèle d'actualité et social media first et de mode un peu plus urbaine. Et ça, c'est notamment dû à la stratégie de recrutement. C'est-à-dire que très rapidement, on s'est dit il faut qu'on forme une équipe Views en interne, très soudée, avec qui nous ressemblent aussi, mais avec des qualités et un goût prononcé. Chaque personne chez Views devait avoir du goût. Non, c'est vrai. Alors oui, mais comment ça se décrète le goût c'est dans les inspirations, c'est dans la façon de consommer la culture. Et globalement, je trouve que ça se voit assez vite. Et en fait, cette stratégie de recrutement, ça a été, je pense, la première pierre qui a fait que derrière, on nous a reconnus pour nos qualités esthétiques. Et en fait, tout simplement, quand tu embauches en CDI une directrice artistique ou un photographe ou un réalisateur, alors que c'est un milieu où il y a beaucoup de freelance et chacun travaille un peu pour tout le monde, en fait, la proposition est ultra éclatée et tous les contenus se ressemblent. Alors que si tu internalises les bonnes personnes et que tu les fais grandir
et que tu développes ta patte, évidemment, en fait, tu développes ton identité et, in fine, ta marque. Et donc l'impulsion a été donnée par la directrice artistique en premier lieu. Directrice artistique image et directeur artistique graphisme. Donc D'accord. toute la partie typographie, toute la partie comment dire, sélection des photos, etc. C'est toute la curation qu'on a autour de Views. Oui, ça c'est lui qui l'a développé. Et, Avec le rédacteur en chef, évidemment. et donc qu'on comprenne bien, c'est quoi les fondamentaux? Donc j'entends la typo, la photographie. Ouais. C'est quoi qui fait qu'il y a la patte Views en fait? Alors ça c'est une excellente question. La patte Views, encore une fois, c'est ce mélange entre la mode, le lifestyle et savoir toucher une génération qualifiée qui, encore une fois, désolé, je le redis, mais cool, qui a du goût. Et voilà, c'est ce triptyque-là. Je pose la question de la patte parce que c'est vrai que pour qui peut scroller sur Instagram, par exemple, c'est assez frappant. Sans même voir qu'un post est signé Views, on reconnaît que c'est Views. Comment on l'explique ça? Alors, ça, c'est dans la curation de contenu. C'est-à-dire qu'on est à la fois reconnu pour notre esthétisme, mais à la fois aussi pour la qualité de cette curation. On le voit, en fait, dans les enquêtes d'audience qu'on réalise, nous-mêmes, du coup. En fait, ce qui fait notre proposition de valeur, encore une fois, c'est cette DA léché, user-friendly, et à la fois cette curation, le fait d'avoir une proposition de curation très unique, en fait, dans le panorama des médias. Je l'ai observé notamment sur certaines photos, c'est-à-dire que quand il y a des actualités, on voit souvent les mêmes photos partout. Ouais. Et nous, souvent... on essaye de chercher la photo un peu plus différente dans une banque d'images que personne ne connaît. Ok, donc c'est pensé comme tel alors. Donc oui, il y a des petites choses qui font que oui, c'est très inhérent à Views. Ouais. J'ai lu dans un article qui remonte à 2023 que vous n'aviez pas de rédacteur en chef. Donc cette info date de 2023, je ne sais pas si elle est encore d'actualité. Non, aujourd'hui on a une rédactrice en chef et un directeur du média. Alors pourquoi à l'époque il n'y avait pas de rédacteur en chef? Je pense parce qu'on était trop junior. Et on avait une équipe de journalistes, mais il y avait personne qui décidait vraiment et qui tranchait. Mais je pense que c'est une époque où la structure de l'entreprise était vraiment pas très aboutie. D'accord. Mais il y a un rédacteur en chef, enfin une rédactrice en chef et un directeur du média aujourd'hui. Il y a plusieurs rédacteurs en chef. Même. Il y a plusieurs rédacteurs en chef, ok. Il y a une rédactrice en chef sur le digital, une rédactrice en chef sur le print, le magazine, et Corentin, qui est donc mon associé, qui chapeaute toute cette partie média. Ok, c'est une petite incise que je fais, je voudrais comprendre la vie de la rédaction. On va revenir juste après sur la dimension créative artistique, notamment en parlant d'IA, ça m'intéresse beaucoup. Aujourd'hui, donc 2 rédacteurs en chef, j'ai compris. Voilà, comment on choisit les sujets, à quelle fréquence, qui fait quoi Écoute, c'est Corentin qui gère donc toute cette partie de la société. Et il y a plusieurs équipes, donc une équipe graphisme, une équipe journaliste vidéo, une équipe de CM et une équipe dédiée au magazine, donc au print. Parce qu'ils travaillent sur un temps un peu plus long et c'est des métiers totalement différents. Et on a une nouvelle équipe, donc Mira. Donc les CM et les journalistes de Mira sont inclus en fait dans la rédaction de Views. Un féminin pour les personnes qui n'auraient pas suivi. Exactement. Qui est notre magazine féminin qu'on a développé il y a 6 mois. Et en fait, voilà, ils travaillent un peu tous de main dans la main sur beaucoup de sujets. Ils se réunissent tous les matins pour faire leur curation quotidienne de sujets. Et derrière, il y a la machine éditoriale qui se met en route avec de nombreux process pour poster assez rapidement et en volume et en valeur parce qu'on poste environ 15 sujets dans la journée.
Et sur les sujets, il y a, peut-être que je me trompe, mais j'ai le sentiment que là aussi, il y a une volonté de faire le pas de côté. La manière dont on va choisir les angles, par exemple, est-ce que c'est effectivement quelque chose qui est pensé comme tel, de essayer de se démarquer par rapport à d'autres quand il y a une grosse actualité sur, nous, on va le traiter peut-être un peu différemment. Ouais, en fait, nous, on a toujours ce prisme culturel qui est super important. C'est-à-dire, dès qu'il y a quelque chose qui est globalement un sujet de société, on va pas le traiter de front. On va trouver les angles culturels ou les bonnes personnes qui gravitent dans nos cultures pour relayer leur prise de parole, typiquement. Donc oui, il y a toujours un petit côté, un petit pas de côté, mais qui est inhérent en fait à notre positionnement de médias de culture contemporaine. Quelle place occupe l'intelligence artificielle dans la vie de la rédaction ? Alors, dans la vie de la rédaction, c'est un petit outil de sourcing, mais c'est plutôt la question, nous, on la pose plutôt à l'échelle macro de la boîte, comment l'intelligence artificielle nous aide dans le développement de la structure. Et ça, ce sont des questions qui sont gérées par Alexandre Mouchet, qui est mon CTO, qui développe en fait toute une partie back-office grâce à l'intelligence artificielle. Donc en fait, concrètement, comment ça fonctionne. Lui, il va recueillir tous les besoins de toutes les équipes chez Views, donc les 60 personnes, et il va centraliser dans une plateforme tous les besoins et y répondre avec des mini-logiciels intégrés à une plateforme qui s'appelle le Views Hub. Okay. Et du coup, en fait, quand tu rentres sur le hub, tu peux aller voir le planning éditorial, déposer, enfin, tu as plein de petits outils, mais tu peux aussi gérer tes congés, tu peux aller faire du sourcing, tu peux typiquement réserver des salles, tu peux aussi aller analyser tous les posts qui ont fonctionné la veille. Voilà, on a vraiment un outil surpuissant, géré et développé grâce à l'IA. Ouais. Et c'est comme ça en fait qu'on s'en sert. On n'utilise pas du tout d'IA générative pour nos posts, parce que ça c'est assez... en tout cas, c'est pas dans nos valeurs et en tout cas, on n'aime pas trop le résultat, donc on préfère que ce soit fait par des humains. Mais vous avez quand même essayé, donc si vous n'aimez pas trop le résultat, pour voir. Alors, on a essayé une fois dans le cadre d'une collaboration commerciale, où c'était un shooting en fait en studio. C'était pour une paire de lunettes, et du coup en fait on avait fond vert et derrière en fait on a remplacé par des éléments en IA. Et ça a plutôt bien marché, mais tu vois, il y avait quand même des petits commentaires anti-IA. Oh, okay. Donc on ressent quand même que notre audience n'est pas forcément ultra réceptive. Donc l'IA chez Views aujourd'hui, ça sert à booster notre productivité, mais de façon plus avancée que faire des recherches Claude ou ChatGPT. Pas vraiment des logiciels qu'on développe en interne. Ma question sur l'IA et son usage par la rédaction, au départ, je pensais juste dans écrire quelque chose, un post, ça peut être utile pour se faire challenger par rapport à ce que pense un Claude, mais non, c'est pas le cas. Non, je crois pas que ce soit le cas. Après, peut-être que des journalistes fact-check rapidement avec Claude ou en tout cas font relire leur caption avec ChatGPT, mais ça s'arrête là, quoi. Et dans la dimension... Tout est fait avec l'humain Okay. Dès le départ, quoi. Ouais. Ce qui propulse les contenus, c'est des humains. Et vous l'avez évoqué un instant sur une campagne qui peut-être pas fonctionné à la hauteur de vos attentes, mais donc aussi dans l'environnement créatif, artistique, il n'y a pas de place à l'IA. En tout cas, aujourd'hui, c'est pas comme ça qu'on aborde les sujets IA. Ouais. Ok. Ouais. On va pas vraiment, quasiment pas faire d'IA générative. Nous, c'est de l'IA qui nous aide dans notre productivité, encore une fois. Et
On parlait de ce qui fait votre singularité. Est-ce que pour vous, c'était une nécessité de vraiment marquer cette différence? Alors ça pourrait sembler être une question évidente, mais manifestement, comme elle l'est pas, tout le monde l'applique pas nécessairement, je me pose la question, est-ce que pour vous, c'est une nécessité effectivement de marquer sa différence à tout prix, à tous les niveaux? Oui, bien sûr. C'est comme ça qu'on développe sa marque média. Selon moi, c'est comme ça qu'on passe d'un simple média où voilà, on envoie du contenu et on fait passer des messages et on transmet des infos à une vraie marque en créant du contenu en propre avec sa propre identité, ses propres valeurs, sa propre esthétisme. Et c'est comme ça que derrière, ensuite, on peut évidemment attirer des marques annonceurs voilà, qui veulent collaborer avec d'autres marques et aussi développer une marque média un peu plus d'aller conquérir d'autres territoires, typiquement développer une marque média au UK ou aux US. Parce que les médias que vous avez cités en référence, les médias internationaux, est-ce que eux, sur leur territoire, ils ont marqué leur différence par rapport aux autres? Ah oui, je trouve. Oui, il y a beaucoup de bonnes marques médias en France. Ok. Ouais. Ok. Vous me disiez, tout à l'heure, je vous parlais du groupe Condé Nast en vous demandant si, pour vous, il faisait partie de la concurrence. Pas complètement, si j'ai bien compris. Est-ce que vous avez néanmoins des concurrents aujourd'hui en France? Alors, nos concurrents, de votre point de vue en 2026, je parle. Je trouve que notre proposition, si on fait une horloge stratégique, notre proposition, elle est vraiment au cœur de l'horloge, donc entre mode, culture urbaine, culture aussi au sens large. Donc en fait, sur certains sujets, on va être en concurrence avec un média comme Bouscapé. Sur d'autres sujets, on va être en concurrence avec Combini. Et sur d'autres sujets complètement beaucoup plus mode, par exemple, on va être sur des appels d'offres avec GQ ou Vogue même. Et ça nous arrive d'être en compétition avec des médias beaucoup plus institutionnels comme Le Monde ou Le Figaro. Donc vraiment, c'est très très large. C'est pour ça que il n'y a pas un compétiteur en fait vraiment ultra frontal. Est-ce que c'est pas ça le vrai signe finalement de votre singularité? Je pense, voilà. C'est qu'on est au cœur de cette horloge entre tous ces acteurs. Et ça, c'était pensé comme tel au départ ou c'est vraiment en fait je pense qu'il y a aussi le fait que voilà, en fait, si on aimait bien typiquement l'esthétisme de Hypebeast, on le prenait. Si on aimait bien le côté un peu plus pop de Combini, on essayait aussi de le faire infuser dans nos vidéos. Voilà, donc on a pris en fait tout ce qui marchait bien chez les autres. Et je pense que c'est comme ça que en plus de notre identité, on s'est construit. Ok, mais donc il n'y a pas de views like dans les médias. Vous n'avez pas un concurrent qui est sur toutes ces verticales à peu près, quoi. En tout cas, on a des médias qui font à peu près comme nous, mais qui sont beaucoup plus petits en termes d'abonnés, du coup, parce qu'on est arrivé bien avant. Et du coup, ils reprennent un petit peu notre DA, ils reprennent notre sens de la formulation, de la photo, en tout cas du goût en termes de photo, de typographie, etc. Mais voilà, c'est des médias qui ont environ 50 000 à 100 000 abonnés sur Instagram, donc qui sont dans une sphère un petit peu plus petite, mais qui sont super intéressants et que j'adore consommer. Et ça fait aussi plaisir de voir qu'on a inspiré une génération d'entrepreneurs du coup, qui se lancent dans les médias et qui essayent de du coup, copier un petit peu ce modèle Views. En tout cas, pas copier, mais répliquer dans la forme et un peu des fois le fond. Mais parce que aujourd'hui, ils sont plus petits. Et puis l'histoire business est pavée d'entreprises qui ont démarré toutes petites et qui, à un moment, parce qu'elles ont anticipé un virage avant l'autre, se retrouvent sur une nouvelle place sur le marché, au détriment de celle qui était numéro 1. Est-ce que vous y pensez malgré tout à ce souci de vous remettre en question, à peut-être voir comment est-ce que vous pourriez réinventer votre propre modèle ou bien pas sûr. encore? Ah si, bien sûr. C'est des questions, évidemment, à long terme, mais moi, je me pose tout le temps la question. Comment on réinvente Views chaque jour Et ce qui est intéressant, c'est de voir aussi les nouvelles propositions de médias, comment ils interagissent avec leur audience, avec quel ton.
qu'est-ce que... en fait, avant, on était les nouveaux médias. Et aujourd'hui, il y a une nouvelle vague de nouveaux médias. Donc, on n'est plus les nouveaux. on est pour le coup, un média plus installé, du coup. Et c'est s'inspirer aussi de ce qu'ils font eux. Et comment on peut l'intégrer, nous, sans paraître has-been, quoi. Oui, il y a cette crainte chez vous, quand même, de paraître has-been à un moment. En tout cas, pas chez moi. Non, mais chez vous, à Views, vous dites « Ah, faut surtout pas qu'on devienne has-been ». Je sais pas s'il y a cette crainte, mais en tout cas, on fait tout pour pas l'être. Et je pense que ça passe aussi par le recrutement. C'est embaucher les bonnes personnes, des plus jeunes. Voilà, aujourd'hui, la moyenne d'âge chez Views, c'est 27 ans. Donc, quand on dépasse limite 30, 32 ans chez Views, on est déjà vieux. Et donc, en fait, c'est toujours embaucher des jeunes pour qu'ils rafraîchissent l'image, l'édito et nos contenus. À ce sujet, vous avez commencé à 19 ans. Aujourd'hui, vous en avez 29, je Exactement, crois. Exactement. Ouais. Vous qui ciblez, on l'a dit en introduction, les 18-35 ans, il y a forcément la question au fil du temps, les générations, elles grandissent avec vous. Ouais. Comment est-ce que vous gérez cet enjeu-là, le fait de vieillir avec une génération et de potentiellement vous mettre en décalage par rapport à ceux qui arrivent? En fait, encore une fois, c'est faire confiance aux nouvelles générations qui intègrent Views. Donc en fait, nous, on leur transmet notre savoir-faire. Donc voilà, comment on construit des sujets, comment on construit des bons contenus, et on essaie de les élever dans leur un peu en fait dans tout. Parce que les nouveaux qui arrivent chez Views, en tout cas les jeunes, c'est généralement leur premier job. Et du coup, ils ont beaucoup à apprendre, mais eux aussi ont beaucoup à nous apprendre sur les tendances, les nouveaux goûts de cette génération, les nouveaux usages aussi en termes de social media. Et voilà, c'est comme ça qu'on reste à la page, entre guillemets. Tu vois. Parce que votre ambition, c'est toujours d'être sur ces 18-35 ans. A priori, ça n'a pas vocation à bouger. Non, ça n'a pas. On reste sur cette tranche d'âge-là, exactement. Donc à chaque fois, il faut s'adapter. Ouais. C'est intéressant, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi je pense à lui spontanément, D-Fool, animateur historique de Skyrock, qui justement a fait sa notoriété sur les libres antennes qui étaient beaucoup écoutées par des plus jeunes générations. Lui a passé les 50 ans largement, je crois. Et il y a cette question qui se pose de est-ce qu'on se retrouve pas quand même si je comprends le souci de renouvellement en interne pour se mettre au diapason des jeunes audiences, mais est-ce qu'il n'y a pas ce risque quand même malgré tout, à un moment de se retrouver en décalage, de fait? C'est un risque, hein, évidemment. Moi, typiquement, quand je vois quelques sujets sur Views où je découvre en fait un artiste, etc., je me suis dit, mais en fait, je le connais même pas, en fait, je suis vieux, je commence à vraiment vieillir. Et en fait, j'écoute et je trouve ça incroyable. Et je me dis, ah ouais, ils ont vraiment fait un gros taf de curation. Et puis après, en fait, l'équipe édito me dit, ah mais tu le connais pas, t'es has-been. Non, c'était moi qui t'écoute avant. Maintenant c'est vous, mais bon, je pense que c'est la vie aussi. Hein. Ça veut dire que c'est pas grave finalement? Non, je pense que c'est pas grave du tout. Ok. Au contraire, c'est même presque stylé. les directeurs de Views qui ont plus de 30 ans deviennent presque des maîtres maintenant, alors que limite des vieux sages, tu vois. Alors que, on a encore tout à apprendre. Vous pourriez aller jusqu'à... là, aujourd'hui, vous avez 29. Vous pourriez aller encore de plusieurs décennies... voilà, c'est-à-dire vieillir avec le média véritablement. Oui, bien sûr. Oui. C'est surtout que c'est notre bébé. Donc, évidemment, on va pas le lâcher parce que notre audience vieillit, que nous, on vieillit et que il y aura toujours, évidemment... des 18-35 pour nous suivre. Ouais. Alors, on va parler de vous, votre position de CEO, puisqu'on n'avait pas toujours été CEO en fait, chez Views. Il y a eu un changement, si j'ai bien compris, fin 2024. Exactement. Changement dans l'organisation. Vous avez été promu à la présidence de Views. Vous avez pris la suite de Léo Deveau, qui était CEO originel et qui a quitté le navire.
Est-ce que vous êtes en mesure de nous raconter ce qui s'est passé, comment vous êtes retrouvé à cette position? Écoutez, c'était un commun accord, la fin d'une aventure pour Léo qui avait envie de faire autre chose. Et du coup, moi j'étais sur toute la partie business, donc j'avais très bonne connaissance de comment on faisait du brand content et comment on développait l'agence chez Views. Et moi j'ai été choisi par le comité stratégique pour prendre la suite. Ouais. Je suis très heureux. Et il y a une question de... Parce qu'en général, quand on est entre membres fondateurs, on se répartit les rôles en fonction de nos appétences. Ouais. C'est un nouveau rôle pour vous? C'est un nouveau rôle, surtout sur la partie éditoriale que moi je suivais vraiment, évidemment, depuis qu'on a créé le média, mais qui était vraiment développé par Corentin Saguez, qui dirige la partie média, donc de Views, et moi je gérais vraiment toute la partie business, donc construction des business units, développement du business plan, gestion des offres, prospection, etc. Ça, c'était vraiment mes domaines de prédilection. Et ensuite, ça a été un travail aussi de restructuration, un peu à ma manière, que j'ai mené très rapidement en 2025, pour vraiment comprendre les besoins et les enjeux de chaque pôle au sein de l'entreprise. Typiquement, ça m'a ouvert aussi les yeux sur pas mal de choses. Typiquement, quand j'étais sur la partie business et qu'on vendait donc une vidéo à une marque en collaboration Views X la marque, je pensais que ça allait pouvoir se faire assez rapidement. Aujourd'hui, quand je discute avec la directrice de production, elle me dit ok, non, il faut gérer ces timings-là, il faut qu'on garde cette marge-là, et du coup, en fait, ça amène d'autres sujets, typiquement des sujets de planning, des sujets de budget que j'avais pas forcément en tête quand j'étais sur la partie business, et aujourd'hui que j'ai beaucoup plus intégré. Et donc voilà, c'est devenir CEO de Views, ça m'a permis d'avoir une vision beaucoup plus macro, alors qu'avant j'étais vraiment la tête dans le business, on va dire. Ouais, ok. Finalement, il n'y avait pas de préparation réelle. Vous avez pris les sujets comme ils venaient et vous êtes adapté. Alors déjà, je pense que vous avez ouvert le capot pour voir concrètement de quelle situation vous héritez. Exactement. Tu ouvres le capot, tu vois que il y a plein de choses, plein de choses qui marchent, mais il y a d'autres choses qui fonctionnent pas trop. Et il y a aussi remodeler un petit peu à sa sauce, sans brusquer évidemment l'entreprise, sans brusquer les salariés. Donc c'est un travail de longue haleine. C'est aussi entre guillemets imposer une nouvelle vision, une nouvelle direction. Je pense que c'est fait très sereinement, très calmement. Il n'y a pas eu de grosse crise, quoi. Et ça a été quoi votre priorité numéro 1 une fois que vous avez ouvert ce capot, vous avez un peu regardé ce qui s'y passait, défini un peu quels étaient pour vous les nouveaux enjeux? La priorité numéro 1, ça devenait quoi? La priorité numéro 1, c'était de restructurer. C'est-à-dire, il y avait un organigramme, je l'ai un peu foutu à la poubelle et j'ai recommencé avec un nouvel organigramme que j'avais un peu en tête pour pouvoir accélérer. Donc on avait une croissance assez organique et assez lente sur Views, même si voilà, c'est quand même une bonne croissance. Et ensuite, avec cette nouvelle structure, je voulais qu'on fasse du x2, x3, quoi. Ok. En gros, pour faire simple, on prenait, en termes de business du coup, et en termes de top line, on faisait plus 1 million par an. Et de 2024 à 2025, on a fait plus 3 millions, quoi. Donc, ok. Grâce à cette nouvelle organisation. Exactement. A priori. Donc on va un peu plus vite, quoi. Ok. On va un peu plus vite. Ouais. Ok. Et donc tout ça tient mais c'est juste une histoire d'organigramme. Ça tenait à ça, principalement. Non, il y a beaucoup d'autres choses que j'ai fait. Ok, je me disais aussi. Tu m'as demandé la première chose que j'ai faite, donc c'est ça. En fait, il y a aussi, des personnes avec qui on a dû, qui j'ai dû
dire au revoir. Et surtout, il y avait un gros chantier de rentabilité. C'est-à-dire que on cherchait à tout prix la croissance. Moi, je me dis, OK, on va chercher la croissance et la rentabilité. Et du coup, à partir du moment où tu cherches la rentabilité, tu revois un petit peu ton offre, tu revois un peu tes people, et tu revois surtout, comment dire, en fait, tout ce qui se passe dans la boîte. En fait, en fait, tout devient un peu plus du calcul. Alors que avant c'était beaucoup plus de l'intuition. Donc voilà. Mais encore une fois, il faut que ça se fasse sereinement. Faut pas chambouler. Et une dernière question là-dessus, pourquoi plus la rentabilité que uniquement la croissance? On pourrait se dire, y en a qui ont juste envie de grossir beaucoup. Ouais, bien sûr, parce qu'on n'est pas dans un groupe média, donc on travaille avec nos propres fonds. C'est-à-dire que si Views n'est pas rentable, en fait, on peut dire ciao. Et ça garantit aussi notre indépendance. Donc c'est ça le principal, en tout cas la principale, le vrai sujet, c'est ça. Vu qu'on n'a pas un milliardaire pour nous soutenir et qui peut réinjecter 50 millions tous les 6 mois, on est obligé d'être rentable, quoi. Et c'est pas un projet, ça, d'avoir pour l'instant, c'est pas un projet, non. Non, ok. Non. Ça a même pas fait partie de la réflexion à un moment. Ça fait partie de la. Enfin, en gros, c'est des questions qu'on se pose évidemment en tant qu'entrepreneur et fondateur, mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Ok. Dans la réorganisation, est-ce qu'il y a eu d'autres personnes qui ont dû embrasser de nouvelles missions qui n'étaient pas les leurs dans la précédente organisation? Oui. Est-ce que j'ai des exemples? Je dirais que c'est plus de leur confier des nouvelles responsabilités plutôt que des missions. Ok. C'est-à-dire, voilà, en fait, toi, tu étais juste sales, mais aujourd'hui, tu vas être responsable de cette partie des offres. Et du coup, en fait, tu vas avoir 2 ou 3 personnes en dessous de toi et tu vas devoir les driver. Donc, c'est imposer en fait plus d'étages en fait dans la structure. Ok. En fait, t'avais une structure très horizontale. Et moi, j'ai mis quelques équipes et quelques managers, exactement, pour en fait avoir plus de responsables d'équipes et que les gens aussi se sentent un peu plus considérés dans leur team et qui sachent concrètement à qui se référer, tout simplement. Un vaste sujet, l'entreprise horizontale. Hein. Vaste sujet. Mais donc, en tout cas, chez vous, ça a eu l'air de fonctionner que de mettre un peu de verticalité là-dedans. Exactement. Je posais la question sur les changements éventuellement des missions des uns et des autres, parce que, en fait, je sais pas, on est en pleine Coupe du Monde au moment où on enregistre cette émission. Au football, parfois, dans une équipe, on a... parce que les situations l'imposent, on demande à certains joueurs de faire un dépassement de fonction. Voilà, c'est-à-dire que tu es censé être, je sais pas, j'en sais rien moi, ailier, attaquant, on attend de toi que tu fasses un peu plus de repli défensif, parce que voilà, mais parce que la situation l'exige. Et donc, je trouvais ça intéressant d'un point de vue managérial, de savoir comment est-ce qu'on fait passer le message pour dire à ces équipes, ok, jusque-là, toi, tu faisais ça, mais pour le bien de l'entreprise, c'est bien qu'on change ton niveau de responsabilité, parce que en fait, pour nous, ce sera à terme, c'est dans ces directions qu'il faut aller. Ouais, bien sûr. C'est un message que je fais passer, de faire toujours un petit peu plus ce qui est attendu, mais ça s'accompagne régulièrement quand même d'incentives, de petits bonus. Ok. En tout cas, moi, je valorise ça. Okay, si tu fais plus, tu le mérites, tu mérites d'avoir une petite prime, quoi. Et donc on a un système en interne qui est déjà, qui est bien établi, avec une petite grille, et ça se passe plutôt bien. Les gens du coup font un petit peu plus. En tout cas, ceux qui veulent, ils le font. Et il y en a qui le font pas parce que X, Y raison, ça leur appartient et c'est totalement ok. On va peut-être parler on l'a évoqué, on a parlé de Mira un instant. Alors vous n'êtes pas en responsabilité même de Mira, je pense que ce sera l'occasion d'un autre épisode avec la personne en charge de Mira, mais donc ça fait partie du même groupe, on peut l'appeler comme ça aujourd'hui.
Je préfère le mot collectif. Collectif Ouais. plutôt que groupe. Ouais, c'est plus. D'accord. Comment dire, c'est plus. Ça nous ressemble plus et en fait, ça définit un peu mieux qui on est. Ok. En fait, on n'est pas un groupe qui fait. Un groupe, en fait, t'as directement cette notion d'entreprise vraiment à une échelle supérieure avec un milliard de CA. Alors que nous on est une boîte qui est collectif de médias. Donc, on a plusieurs. On exploite des marques médias, enfin, on développe des marques médias. En tout cas, dans ce collectif, donc Ouais. il y a Mira qui est un pure player féminin Exactement. qui a été lancé, qui est destiné aux 18-30 ans et qui a été lancé en mars dernier. C'était quoi la réflexion derrière ce lancement ? Alors, la réflexion, c'est plutôt une intuition Ouais. le marché des médias féminins, il n'y avait vraiment pas grosse proposition de valeur. Donc, c'est plutôt issu aussi d'un fruit d'une réflexion en interne, de se dire, OK, les meufs chez Views, elles ne se reconnaissent pas dans les médias féminins. Elles suivent plutôt des influenceuses et quelques médias, mais elles sont pas en folie dessus. Du coup, il faut vraiment qu'on se lance et qu'on teste. La première réflexion à avoir, c'est OK, moi je suis un mec, je peux pas le faire, je vais mettre en place la structure, mais par contre, je délègue tout à une équipe de meufs. Ouais. Et l'ambition, c'était quoi ? Comment est-ce qu'on propose quelque chose qui éditorialement rencontre son public ? Puisque si j'ai bien compris le point de départ, c'est qu'il y avait une insatisfaction manifestement. Exactement. C'est comment on se différencie aussi de ce qu'on fait sur Views et comment on se différencie de ce que font déjà les médias féminins. Donc voilà, c'est trouver un nouveau ton, une nouvelle patte éditoriale, une nouvelle façon de trouver des sujets, de les amener. Quel channel aussi on va conquérir. Voilà, c'est toutes des questions qu'elles se sont posées du coup, qu'elles m'ont présenté quand même, et j'ai appuyé sur le bouton pour lancer Mira. Et là, on est quelques semaines, mois plus tard. Comment ça se passe ? Franchement, on dépasse tous les objectifs. Ouais. Enfin, en tout cas, toutes nos attentes sont dépassées, que ce soit en termes de recrutement d'abonnés, que ce soit en termes d'impression, de reach, voilà, des KPI très médias, et aussi de chiffre d'affaires. Donc ça, je suis plutôt content, plutôt satisfait. C'est-à-dire que les annonceurs ont très vite compris et capté ce qu'on voulait faire sur Mira. Et en fait, on était déjà connectés via Views, mais en fait, eux-mêmes nous ont dit « Ok, ça nous intéresse Mira, donc on rajoute encore une brique supplémentaire, on va tester. » Donc on avait des opérations qui se passaient super bien sur Views. Et en plein milieu de l'opération, on a dit « Ok, en fait, on aimerait bien aussi publier sur Mira le résultat de ce shooting, de cette vidéo. » Et en fait, des fois, sur certaines opérations, ça marchait mieux sur Mira que sur Views. Donc voilà, c'est plutôt... en fait, tout est ouvert sur ce média-là. Ce qui me pousse dans ma conviction profonde, c'est que la marque Views et le modèle Views peut être répliqué tout en ayant un nouveau territoire, en fait. Donc là, le territoire, plutôt la cible féminine, avec son marché qui va avec, ses sujets qui vont avec, mais avec le modèle qu'on a appliqué sur Views, en fait. Est-ce que ça veut dire que potentiellement il pourrait y avoir d'autres médias, bien sûr, inspirés de la manière de faire de Views ? C'est pas est-ce qu'il va y en avoir d'autres, c'est il va y en avoir d'autres. Voilà, okay. Du coup, c'est en projet. Il y a beaucoup de réflexions sur quelle thématique. Est-ce qu'on fait de l'acquisition externe ou est-ce qu'on développe par nous-mêmes nos propres marques médias. Voilà, c'est plein de sujets passionnants, mais qui sont à l'heure du jour. Ouais. Mais la motivation derrière, c'est de faire d'abord grossir un collectif ou c'est parce que là aussi, vous avez identifié qu'il y avait des choses qui n'étaient pas tout à fait bien traitées de votre point de vue ? Les deux. Okay. En fait, il y a des... en tout cas, selon moi, il y a des thématiques qui sont vraiment très mal abordées, par des médias qui, entre guillemets, font pas hyper bien le taf. Et du coup, on peut se dire, OK, est-ce qu'on aime ce territoire-là ? Et est-ce qu'on pourra y apporter une valeur vraiment différenciante ? Ça, c'est des questions qu'on se pose. Et après, il y a aussi la question de visualiser les médias qui pourraient aussi être compatibles avec le collectif. Ouais.
et les emmener avec nous dans ce collectif-là, Ok. et leur apporter en fait tous nos savoir-faire et notre mécanique en fait. Mais c'est-à-dire en marque blanche? Non, pas vraiment marque blanche, Non. plutôt en acquisition externe. Ah ouais, Ouais. carrément. Ouais, bien sûr, ouais. Donc les petits vont avaler les gros potentiellement. L'histoire de la vie. Hein. Non, mais après, c'est. Et encore une fois, c'est est-ce qu'on est compatible. Moi, j'ai vraiment est-ce qu'on peut aller chercher et développer un média sur un territoire, typiquement, je sais pas, la food ou le running. Est-ce qu'on a les bonnes personnes? Est-ce qu'on a les bons contacts, les bonnes compétences pour le faire? Et derrière, d'autre part plutôt, qui sont les acteurs déjà présents qu'on pourrait embarquer dans notre navire? C'est ça les deux grandes questions. Au départ de Mira, vous avez repris le compte Instagram de Paul, c'est ça? Ex-Paulette, Oui. si je me voilà, je n'ai pas de bêtises. Qui était un super média / magazine il y a quelques années, qui s'est malheureusement arrêté. Et pour lancer Mira, du coup, on a bénéficié en fait de leur compte Instagram, donc avec une base d'abonnés déjà présente. 195 000 quasiment. Exactement, qui faisait partie de notre cible. Du coup, ça a été quand même un move assez cool pour développer déjà le média. Bon, il y a eu une petite drop d'abonnés. C'est normal. C'est complètement normal. Ouais. Et ensuite, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a su renverser la courbe très rapidement pour retourner sur de la croissance d'abonnés organique. Ça vous paraît, c'est parce que l'occasion s'est présentée, que l'audience vous paraissait compatible, que vous y êtes allé, ou est-ce que ça vous paraît fondamental de ne pas partir de zéro? Si, c'est pas un problème de partir de zéro. Ok. C'est juste qu'on s'achète du temps. Voilà. Et puis après, il y avait quand même encore une fois une compatibilité entre ce qui était Paulette avant et là où on veut développer Mira. Donc en fait, l'audience, voilà, c'était une audience déjà qualifiée, qui aimait les sujets de mode, qui aimait les sujets de société. Et en fait, vu qu'on traite de ces sujets-là sur Mira, ça matchait bien. Et donc, vu que c'était aussi le premier move de création du collectif, ça s'est fait comme ça. Ouais. Alors chez Views, vous avez vraiment l'esprit d'aventure, puisque septembre 2024, vous avez lancé un magazine papier semestriel, alors que le marché va plutôt dans le sens inverse, c'est ça. Vers le numérique. Pourquoi ce choix à contre-courant? Alors, pourquoi ce choix? Déjà parce que c'était une volonté depuis quelques années d'avoir un magazine papier. C'est quelque chose qui voilà, était dans nos têtes depuis déjà quelques années. Et surtout, c'était pour sortir du digital. En fait, on avait un petit peu ce truc de boulimie du digital. Ça fait quand même 10 ans qu'on fait Views en social first. Et en fait, ça nous faisait du bien d'avoir un papier, un objet papier qu'on peut évidemment toucher, garder, un objet sur le temps long. Parce qu'un post Instagram, c'est 24 heures de vie, alors qu'un magazine, tu peux le garder évidemment chez toi toute ta vie. S'il est beau. S'il est beau, ouais. Oui, on fait quand même un très bel objet, donc j'espère que notre audience le garde bien. Mais voilà, c'était vraiment ça. Et puis aussi, il y avait un retour concrètement aux objets physiques qu'on pouvait observer dans la musique, typiquement avec le retour des vinyles. Le retour des magazines papier dans les médias et les magazines, c'était quelque chose qui était une trend. C'était déjà une tendance outre-Atlantique. Et nous, on l'a ramené directement en France, mais on a eu beaucoup de questions. Ah oui, l'industrie du papier meurt. Ouais. On entend souvent ça, ouais. Ouais, on en entend souvent, alors que nous, c'est surtout qu'on fait peut-être des quantités qui sont pas industrielles, et du coup, en fait, on a quand même cette image d'avoir un magazine très premium et qui complète vraiment bien notre offre digitale. Donc
Donc on est très satisfait de ce qui se passe sur le magazine et on souhaite le développer. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, quand même, on va se dire les choses, il n'y a pas aussi un aspect commercial? C'est-à-dire, je crois qu'au départ, il n'y avait pas de publicité. Et puis après, finalement... Oui, on a fait quand même de la pub même. parce que, évidemment, ça coûte cher d'imprimer un magazine. Donc, fallait avoir un peu de soutien de la part de nos annonceurs, surtout historiques. Mais non, en réalité, pour développer le business, c'était pas vraiment le bon move à faire. Non, j'imagine, bien sûr. Parce que ça coûte vraiment, vraiment cher. Aujourd'hui, on est à l'équilibre. C'était ma question. Okay. C'est OK, mais on a perdu de l'argent sur les premières parutions. On aimerait évidemment que le magazine soit rentable. On va aller le chercher, mais c'est pas ça qui nous fait vivre au quotidien. Oui, bien sûr. Donc voilà, c'est pas vraiment une nouvelle proposition commerciale, c'est vraiment un très bel objet éditorial qui nous positionne face à des concurrents qui n'en ont pas. Tu vois. Typiquement d'autres pure players. Oui. Ouais. Et en revanche, vous revenez dans la catégorie d'un Condé Nast. Exactement. Là-dessus. Exactement. Et au global, on va essayer de poser les choses à plat. C'est quoi les principales lignes du business de votre collectif Views? Alors concrètement, on marche sur 2 jambes, donc avec le brand content. Là, on va travailler évidemment plus largement. Le brand content, c'est une sous-partie de la publicité en ligne où on imagine des campagnes en OPS avec des grosses agences opérations spéciales, avec des grosses agences type Publicis, Havas, etc. Pour leurs clients. Et de l'autre côté, on a toute la partie studio où on imagine des campagnes de marque en marque blanche pour quasiment les mêmes annonceurs. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on travaille sur les deux volets. Et notamment de plus en plus en événementiel, où on imagine des événements et on les produit 100% made by View Studio. J'ai une question après sur View Studio. Je voulais savoir, donc là, par rapport à vos lignes de business, ok, je comprends, et c'est quoi la répartition? Qu'est-ce qui représente le plus en termes de chiffre d'affaires? Alors, on est quasiment sur du 50-50. Ok. Après, les taux de marge sont pas les mêmes. Donc, c'est ça qui est assez variable. Mais sinon, ouais, on est quasiment sur du 50-50. Et donc, il y a le View Studios, qui est une agence créative intégrée aux médias, qui accompagne des annonceurs premium. Donc, on voit, c'est univers du luxe, mode, lifestyle. Exactement, lifestyle. De plus en plus d'événements, comme je disais. Et en fait, quand un annonceur rentre sur la partie média, on lui fait découvrir aussi notre partie studio. Et quand une marque voit ce qu'on a fait pour une autre marque, pour un événement, un pop-up, ou même une activation plus globale, elle peut rentrer directement sur la partie du studio. Et après, en fait, on lui fait découvrir qu'on a un média, parce que généralement, ils le savent, mais sans trop connaître nos chiffres et notre impact. Et on arrive à travailler à la fois donc l'idée et la production d'un événement, plus la médiatisation de cet événement sur Views. Et à l'origine, ça aussi, c'était pensé dès le départ, le fait d'avoir le studio intégré aux médias? Non, ça a été très organique. C'est-à-dire que typiquement, une marque comme Nike, elle arrivait dans nos mails en nous disant on veut pousser avec vous cette nouvelle silhouette, cette nouvelle sneakers. Donc nous, on lui proposait de faire un shooting avec une influenceuse ou un influenceur, que sais-je. Et en fait, derrière, elle nous disait « Ok, j'adore le résultat. Est-ce que vous pouvez produire notre prochaine campagne ?» Parce que justement, cet esthétisme, parce que justement, ce goût assez léché, et justement, ce staff en fait, déjà intégré à Views, nous a permis de nous dire « Ok, mais en fait, on va pouvoir directement leur livrer des campagnes sans le nom Views, juste en marque blanche, pour leur vitrine, pour leurs réseaux sociaux, etc. » Donc ça a été vraiment très, très organique. C'était pas une idée de se dire ok, il faut qu'on
on se diversifie, on va faire une agence. Non, c'était vraiment poussé par la demande. Et la première fois, c'était facile à exécuter comme demande ? Ce serait mentir que de dire oui. On a eu parce que c'est des nouvelles attentes. En fait, il n'y a pas les mêmes attentes sur une OPS que sur un shooting en marque blanche. Et du coup, en fait, on le travaille très différemment. C'est des métiers aussi très différents. Du coup, un chef de projet sur Views ne fait pas du tout la même chose qu'un chef de projet sur Views Studio. Donc, ils ont des quotidiens très très différents. Et donc voilà, on apprend et après on se staffe et après on déroule, on exécute. Ouais. Pour conclure sur la partie monétisation, j'ai lu qu'il y avait une conviction affirmée dès le départ chez Views, c'est de ne pas passer par l'abonnement payant. Et je me demandais pourquoi pas, en fait. Est-ce que c'est toujours... Sur le magazine sur le magazine, on a un abonnement, 36 € annuel. Ouais. Mais sur le digital, on n'a pas d'abonnement. Non, et il n'y aurait pas une logique, avec votre environnement très premium, de penser à un modèle... Oui, d'avoir une offre Views Gold, par exemple. Views Premium ou Views Abonnés. Pourquoi pas ? Après, je ne suis pas hyper fan du sujet dans le sens où nous on opère vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui views.fr, si vous allez sur le site, il est très marketé pour le magazine et aussi pour pousser quelques bons sujets beaucoup plus longs, quoi. En fait, c'est juste un site vitrine, c'est pas vraiment un site d'actualité, de médias d'actualité. Nous les actualités elles sont sur nos réseaux sociaux et je trouve que ça s'y prête pas beaucoup, ce genre de choses, surtout sur notre cible. Ok. Qui est quand même plutôt jeune. Plutôt jeune. Ouais. Plutôt jeune, mais il n'y a pas beaucoup de CSP+, parmi ces jeunes, déjà ? Il y a beaucoup d'étudiants en école de communication, marketing, beaucoup en école de commerce aussi, donc ils vont devenir normalement des CSP+. Mais non, nous, on est vraiment beaucoup plus fort sur le brand content, donc c'est là où on appuie en fait, tout simplement. Et j'ai une envie de pas trop diversifier non plus pour être le meilleur dans ce qu'on sait faire, donc le brand content, et pas être mid dans le brand content et potentiellement le B2C par abonnement. Après, moi je suis abonné à beaucoup de médias, mais c'était des médias très spécialisés, qui sont pas forcément ultra généralistes évidemment, et du coup je paye pour avoir une info très très précise, quoi. Alors que sur Views on est quand même un petit peu plus généraliste. Pour conclure, quelles sont vos envies, toujours, vos ambitions ? Comment est-ce que vous voyez le Views ? Comment est-ce que vous voulez le voir, le Views, des prochains mois, prochaines années ? Alors, il ne sera pas tout seul, si j'ai bien compris. Il ne sera pas tout seul, justement. c'est tout le sujet, c'est tout l'enjeu. C'est de passer d'une marque média référente sur la culture contemporaine à un groupe de médias de culture contemporaine, un collectif. Voilà, on utilise le terme qu'on veut, même si je préfère collectif. Mais voilà, dans les prochaines années, ça va être vraiment ça notre axe de développement. Et après, évidemment, toujours la conquête de nouveaux territoires et comment on fait mieux en tout cas sur notre média Views, évidemment. Et comment, évidemment, on développe aussi l'agence Views Studio avec de nouveaux clients, de nouvelles opérations, de nouveaux événements, comment on les réinvente, comment on va chercher de nouveaux clients. Ça, voilà, c'est des questions un peu plus deep. Et comment on améliore la rentabilité, on l'aura compris. Évidemment. Même si aujourd'hui, là, ça va bien mieux. Ça va mieux. C'était Théo Lavoyer, le CEO de Views. Merci Théo. Merci à toi. D'avoir été avec nous. Et merci à vous d'avoir suivi cette discussion. Rendez-vous au prochain épisode. Salut.